communauté de communes de Golfe de Saint-Tropez représente 12 communes. Alors, c'est rien à côté de la Durance, hein. On est un tout petit territoire. Vous voyez, c'est en trame orange, vous voyez, à droite, qui représente 358 km² de bassins versants, qui sont très réactifs. Les cours d'eau et leurs bassins versants ont été inscrits sur cette carte. On remarque que la majorité des bassins versants sont bien intégrés dans le périmètre administratif, puisqu'il s'agit de fleuves côtiers méditerranéens de petite taille. Une exception apparaît tout de même sur l'amont du bassin versant de la Môle, de la Vergne. En effet, on peut voir cette carte, une partie de cette carte de bassin versant est et sauter sur le territoire de la communauté de communes de Méditerranée de Porte des Morts. C'est en trame vert. Voilà. Ainsi, l'exercice de la compétence cours d'eau, par l'intermédiaire de la démarche contrat de rivière, qui est tout le contour, Bordeaux, déborde sur cette intercommunalité. Nous traitons ce point dans la dernière partie de l'exposé, puisqu'il s'agit d'une gestion soulevée par la GEMAPI. Alors, quelques chiffres importants pour comprendre le territoire. 3 bassins versants principaux. La Giscle, le Préconil et le Bourrian et le Bélieu sont les mêmes. 130 km de cours d'eau gérés faisant l'objet de travaux de restauration et d'entretien. 12 communes et 2 intercos, comme nous devons le voir. Une population permanente de 55 000 habitants permanents multipliés par 5 en été. Un territoire est économiquement très dépendant du tourisme et des services qui sont liés. Une occupation du sol contrastée avec 74% du territoire forestier. 17%, c'est la zone agricole. Et enfin, 9%, c'est pas grand-chose, 9%, mais c'est en bord du littoral, c'est de surface urbanisée, ce qui concentre majoritairement, bien sûr, sur le littoral. Alors, pour chacun des bassins versants en gestion, on remarque que le paysage est composé de 3 entités. Premièrement, le massif des Morts. Malgré une altitude moyenne relative, on note des pentes relativement fortes sur un bassin très boisé et donc potentiellement vulnérables aux feux de forêt, bien sûr, et au ruissellement. Ensuite, les plaines alluviales, majoritairement à vocation agricole. Les alluvions constituent également des aquifères de premier plan pour le territoire. Enfin, la frange littorale, illustration de cours terminal de la Giscle, enserrée entre les complexes touristiques. Donc il s'agit d'infrastructures qui ont permis de développer l'économie du Golfe, mais qui n'ont pas, au moment de leur construction, pris en compte les phénomènes d'inondation. Un territoire qui a malheureusement subi de trop nombreuses inondations. Alors, quelques chiffres, hein. Sur 3-4 communes, Cogolin, 12 arrêtés catastrophes naturelles depuis 1996, Grimaud, 17 depuis 1983, Sainte-Maxime, 13 depuis 1983 également, Gassin, 9 depuis 1983 et Plan de la Tour également. Donc vous voyez, on a subi d'énormes inondations, des catastrophes. Donc pour ces enjeux locaux et aux différentes demandes de législateurs, la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez a été créée le 1er janvier 2013. Elle est donc composée de 12 communes. Dès sa création, les syndicats d'aménagement de la rivière déjà existants, qui s'appelaient le syndicat de la Giscle et le syndicat du Préconil, dont le périmètre d'intervention était inclus dans celui de l'EPCI, ont été directement intégrés. Les communes du Golfe de Saint-Tropez ont à ce jour transféré 6 compétences de l'intercommunalité. L'aménagement de l'espace communautaire, c'est qu'on appelle plus souvent la familiarisation le SCOT. Développement économique, la collecte des déchets, la lutte contre les incendies, la gestion des cours d'eau et l'observatoire marin. Le fait de disposer de l'ensemble de ces compétences au sein de l'intercommunalité donc est un point positif. Ceci favorise l'émergence d'un projet de territoire et de transversalité entre les domaines d'intervention. La compétence de cours d'eau a donc directement été transférée à la communauté de communes sans attendre les obligations réglementaires. Au sein de la communauté de communes du Golfe, on va vous présenter en vitesse le cours d'eau constitué de 6 agents, bientôt 7. Ce service fonctionne avec un budget comme un investissement de 2,5 millions. L'indépendance financière par la taxe additionnelle permet une autonomie et une indépendance. Et c'est les conseillers, bien sûr, communautaires qui définissent les travaux, les opérations réalisées sur chaque commune. Et la projection à moyen terme via le plan pluriannuel d'investissement et ainsi favorisé. Voilà. Donc je vous laisse maintenant avec le technicien Benjamin qui va vous expliquer 2-3 petites diapos. Monsieur Benjamin, alors, après vous. Ce qui est important de remarquer, c'est que par rapport à des syndicats mixtes,
on ne peut pas, la communauté de communes ne peut pas recourir aux opérations pour compte de tiers. C'est-à-dire qu'elle finance l'intégralité des opérations et que donc on ne peut pas demander finalement de cotisation aux communes pour la réalisation des projets. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce que du coup, ça veut dire qu'à l'échelle du territoire, il faut qu'il y ait un consensus politique entre les différentes communes pour que on mette tel projet d'aménagement d'un cours d'eau qui peut concerner 2 ou 3 communes, qu'on les réalise prioritairement par rapport aux autres territoires. Donc il y a quand même un peu de diplomatie puis de gouvernance à avoir pour arriver à ça. Donc là, je vais vous présenter alors brièvement les enjeux du territoire. Donc évidemment, des inondations récurrentes, souvent dévastatrices. On a quasiment en ce moment une inondation par an. Par rapport à ces inondations, eh bien, on sait qu'on a une morphologie des cours d'eau qui est vraiment très particulière, puisque en fait, on a des cours d'eau avec une structure en toit, ce qui fait que dès lors qu'on a un débordement, l'eau ne peut plus revenir dans le lit mineur. C'est ce que vous voyez ici. Du coup, quand on a des phénomènes, quand on a des ouvrages de type digue ou quand on a des remblais illégaux qui peuvent se faire le long de la rivière, eh bien, en fait, ces remblais ou ces ouvrages vont structurer l'écoulement des eaux en période de crue. Et donc, on a évidemment un lien très étroit entre la morphologie du cours d'eau et les inondations d'une manière générale. Parmi les enjeux du territoire, donc, on l'a dit, les plaines alluviales forment des aquifères de premier plan qui sont utilisés en appoint sur les périodes estivales. Ça représente quand même sur le volume annuel 30% de l'eau qui est consommée pour l'eau potable. C'est donc évidemment une ressource qui est pour nous stratégique. On a évidemment des enjeux par rapport à la qualité des eaux, parce qu'il faut pérenniser la ressource, parce que on a des milieux naturels qui sont... on a encore dans certaines vallées des vallées qui sont restées très naturelles avec de l'agriculture traditionnelle, etc. Et évidemment, la qualité de l'eau dans les rivières conditionne la qualité de l'eau sur le littoral. Et comme on est un territoire éminemment touristique, il est pour nous très important que la qualité des eaux de baignade soit bonne. Et puis, comme on est un territoire avec une géologie particulière, qui est une géologie métamorphique, on a un transport solide, à la différence de bien nombre d'autres bassins, qui est très importante et parfois même excédentaire, puisque elle l'est déjà naturellement, mais elle est, si vous voulez, accentuée par finalement les activités humaines. Donc par exemple les pratiques viticoles, mais ça peut être aussi très fortement aggravé par les phénomènes d'incendie. Ce problème d'ensablement peut avoir localement peut entraîner localement des problèmes sur le plan hydraulique et aussi socio-économique, puisque vous avez vu tout à l'heure que la partie terminale de la Giscle, eh bien finalement en été c'est quasiment un port, et que l'ensemble de ces alluvions qui viennent se déposer dans la Giscle, il faut arriver à gérer l'ensemble de ces sédiments. Alors, dans les outils de gestion et les démarches qui sont engagées, donc la première des démarches, c'est le contrat de rivière de la Giscle et des fleuves côtiers du golfe de Saint-Tropez, donc qui a été signé l'an dernier sur l'ensemble de ce territoire. Il faut dire qu'il y avait déjà un précédent, il y avait un premier contrat de rivière de la Giscle qui a été signé en 2005, puis appliqué de 2005 à 2010. Dans les démarches engagées, on a la mise en œuvre d'un plan de gestion de la ressource en eau, qui fait suite évidemment à une étude volume prélevable. Comme je l'ai dit, c'est une ressource de premier plan, donc la collectivité, donc la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez, aux côtés du syndicat qui distribue l'eau potable à l'échelle du territoire, eh bien, travaillent ensemble à la mise en œuvre de ce PGRE.
évidemment, du coup, sur le territoire, on est l'interlocuteur de l'État privilégié sur la question de la mise en œuvre des stratégies locales de gestion du risque inondation. Et on fait en sorte, évidemment, d'avoir un lien très étroit avec les démarches de gestion qu'on a pu engager, que ce soit le volet gestion des inondations du contrat de rivière ou que ce soit le programme d'action de prévention des inondations sur le préconise. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, un des avantages de la communauté de communes, c'est que comme au sein de l'intercommunauté, on a différents services qui travaillent sur des missions qui sont finalement très complémentaires. On ne peut pas travailler sur la gestion des cours d'eau sans s'interroger sur ce que peuvent faire nos collègues du service de la forêt pour les travaux de DFCI, les travaux qu'on peut mener sur identifier les problématiques de pollution dans les cours d'eau. Évidemment que ça intéresse aussi nos collègues du service observatoire marin. Voilà. Donc il y a évidemment des passerelles qui se créent forcément entre ces différentes domaines d'intervention. Et puis finalement le SCOT, le projet territoire, tout simplement il prend en compte les composantes locales et puis on a donc un travail véritablement transversal pour mettre en avant et aménager le territoire le mieux possible. Dans les outils, évidemment on a un contrat de rivière, donc je vais passer rapidement sur les chiffres. 2 intercommunalités du coup sont concernées, ce qui nous permet de travailler sur l'amont du bassin versant de la Molle. Ça permet évidemment de partager des objectifs communs. Ça nous permet surtout, par rapport au SDAGE, à sa déclinaison opérationnelle sur le terrain qui est le programme de mesure. Donc pour tous les problèmes qui ont été identifiés, le contrat de rivière permet évidemment d'apporter des réponses et d'organiser l'opérationnalité de l'ensemble des actions qui sont à mener pour y répondre. Donc finalement, l'avantage de mener un contrat de rivière, là on ne parle pas seulement de la GEMAPI, on parle de la gestion de l'eau d'une manière générale, c'est que ça nous permet de clarifier à l'échelle du territoire qui fait quoi et qui doit mener telle ou telle action. Les objectifs du contrat de rivière sont... alors la particularité peut-être de ce contrat de rivière, c'est que comme on a un lien très étroit entre l'hydromorphologie et la gestion des inondations, on a vraiment voulu que dans les objectifs de gestion, il y ait des passerelles finalement entre le volet de restauration des milieux naturels et puis le volet crue et gestion physique des cours d'eau. Donc je ne vais pas décliner l'ensemble des objectifs, je vais juste vous parler de quelques actions phares. Par exemple, sur le volet de l'amélioration de la qualité des eaux, on a une rénovation de station d'épuration, c'est plutôt classique. Par contre, on a la réalisation par les communes de leur schéma directeur de gestion des eaux pluviales. Et en fait, là, le rôle de l'intercommunalité, finalement, c'est d'amener une plus-value technique où, en fait, on aide les communes à monter leur cahier des charges pour les schémas directeurs de gestion des eaux pluviales en formalisant par le biais d'une mutualisation, une assistance à maîtrise d'ouvrage commune dans le but d'avoir un référentiel hydrologique local, d'avoir déterminé finalement quelles sont les pratiques alternatives pour limiter l'imperméabilisation. Voilà dans quel genre de travail on mène avec les communes. Ensuite, dans les actions phares, évidemment, il y a la restauration hydromorphologique d'un cours d'eau qui est la Garde. Hydromorphologique d'un côté dans le volet milieu naturel et puis des travaux à dimension hydraulique sur le même cours d'eau mais qui sont insérés finalement dans un programme d'aménagement qu'on veut global pour qu'on puisse améliorer les choses sur les 2 plans. Évidemment, du coup, dans notre travail, on a la mise en place d'un PGRE, des travaux de protection de la ressource en eau, la mise en place d'un opérateur unique sur la GISC dans la partie terminale, et puis des opérations de communication, d'éducation au développement durable. L'autre outil, évidemment, c'est le PAPI, 2 communes concernées. Donc là, on est uniquement sur le bassin versant du Briconil. 21 actions, donc c'est quelque chose on va dire, d'assez classique, un PAPI d'instruction. L'intérêt, c'était que du coup, ça permettait de s'inscrire dans une démarche globale
pour une véritable politique de gestion du risque inondation. Et finalement, le travail qu'on a commencé à mener dans le cadre du papier d'intention a fait tache d'huile sur les actions qu'on pouvait imaginer du contrat de rivière. Donc c'était également intéressant de le citer. Et évidemment, du coup, le papier permettra de répondre aux objectifs de la stratégie locale, puisqu'on réalise ça de manière concomitante. Les outils de gestion, donc toujours par rapport au papier, évidemment, on a une gestion à l'échelle du bassin et une gestion intégrée du risque inondation avec une vision pluridisciplinaire. Puis, dans les quelques actions phares, c'est installer des réseaux de capteurs de hauteur d'eau, mener une série d'études, commencer par des études hydrologiques pour vraiment comprendre comment fonctionnent les bassins, des études hydrauliques, complétées par un volet hydromorphologique, pour que finalement on ait bien, un peu comme le présentait tout à l'heure le syndicat de la Durance, une vision globale du fonctionnement du cours d'eau et des problèmes qu'il faut arriver à traiter. Donc, sur la réflexion en cours de la prise de la compétence de la GEMAPI, la loi, c'est vrai, attribue au bloc communal une compétence ciblée obligatoire. La gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, ce qu'on appelle la GEMAPI. Cette compétence comprend notamment l'aménagement des bassins hydrographiques, l'entretien des cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau, la défense contre les inondations et contre la mer, la gestion des ouvrages de protection hydraulique, la restauration des milieux aquatiques, potentiellement zones d'expansion des crues. Nous allons voir comment nous allons orienter notre stratégie d'intervention à ce niveau de contexte juridique. La compétence des cours d'eau a été transférée à la collectivité de commune. Sa création, donc, avant la réforme, la définition d'intérêt communautaire concernant les cours d'eau a été la suivante. Premièrement, c'est l'animation territoriale des démarches partenariales, contrats de rivière et PAPI. Deuxièmement, c'est un engagement des études destinées à mieux comprendre le fonctionnement global des cours d'eau. Ensuite, c'est la mise en œuvre des travaux de restauration de la ripiscite définis dans le programme déclaré d'intérêt général. La mise en œuvre des travaux d'aménagement des berges permettant la restauration écologique des rivières ou rendue nécessaire suite à une crue dans le cadre d'intérêt toujours général. La surveillance et communication sur le sujet des milieux aquatiques. Enfin, les statuts de la communauté de communes permettent une évolution, ça c'est bien, régulière sur ces compétences, ce qui nous permet dernièrement d'ajouter la suivante, c'est la prévision des crues et assistance aux communes pour la gestion des crises et de la prévention des inondations. Donc par rapport aux 4 missions de la GEMAPI, donc on a déjà l'entretien, aménagement de cours d'eau, puis la protection, restauration des sites. Finalement, par rapport à l'intérêt communautaire actuel, c'est déjà des choses sur lesquelles on travaille. Par contre, sur le 1 et le 5, finalement, on pense que les questions qu'il faut véritablement se poser, c'est quel est le transport solide à l'échelle du bassin, puisque nous, c'est une problématique très particulière. Quelle est la mobilité des cours d'eau souhaitable? Quelles sont les digues qu'on doit prendre en gestion compte tenu des zones protégées? Et finalement, quels sont les ouvrages qu'on doit créer, soit pour réduire les conséquences des inondations, soit pour améliorer la morphologie, puisque c'est par rapport à l'atteinte du bon état, c'est un des, on va dire, des critères clés. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de savoir quel est le coût pour les actions qui sont à entreprendre. Comment on travaille sur l'ensemble des bassins. Donc, d'une manière générale, on commence par étudier l'hydrologie et la morphologie des cours d'eau, ce qui nous permet de bien comprendre leur fonctionnement. On met en œuvre ensuite, évidemment, des modèles hydrauliques qui permettent de prendre en compte le fonctionnement en toit des cours d'eau. On estime le coût des dommages. Et puis ensuite, on travaille sur des propositions d'aménagement. Et puis, avec l'analyse coût-bénéfice ou les analyses multicritères, ça nous permet de savoir si économiquement et puis par rapport au territoire, les projets d'aménagement sont cohérents ou pas. Du coup, le travail de modélisation hydrologique, pour nous, il est très important, puisque finalement, ça nous permet, dans notre dernière mission nouvellement créée de prévision des crues, d'avoir un outil de connaissance fin, mais aussi d'avoir une bonne validité des hypothèses sur des modèles hydrauliques amont. Par rapport à la morphologie, on identifie du coup les remblais très nombreux sur le territoire et qui évidemment compliquent la tâche sur la gestion des inondations.
Évidemment, on définit également les espaces de mobilité pour savoir, c'est quand même un élément qui nous semble très important pour savoir comment on peut aménager le cours d'eau. Les modèles hydrauliques, du coup, couvrent l'ensemble des espaces inondables. Encore une fois, c'est important pour nous pour la prévision des crues, mais aussi pour identifier les digues et les remblais et surtout analyser leurs conséquences. Ce qui fait que, du coup, on peut caractériser les ouvrages qui sont les plus structurants et finalement en déduire les digues sur lesquelles, en fait, dans le modèle, on efface la digue et on regarde si la digue protège une zone qui nous semble être d'intérêt général. Et du coup, dans les programmes d'aménagement, une fois qu'on a analysé l'influence hydraulique des différents ouvrages, eh bien, on se pose la question de est-ce qu'on va se positionner comme gestionnaire ou pas de l'ouvrage. Donc le but qu'on poursuit sur les différents bassins, c'est d'établir des programmes où on essaie au mieux possible d'associer la restauration, notamment morphologique des milieux, avec la gestion des inondations. Et bon, dans le cours de ces études, évidemment, on essaie d'évaluer l'impact hydraulique des différents aménagements, une analyse coût-bénéfice pour savoir si les projets sont viables compte tenu de leurs coûts et des dommages évités. Et puis surtout, on évalue le gain environnemental. Et là-dessus, il me semble qu'il est très important de venir confirmer les diagnostics dressés par le SDAGE, notamment sur la partie morphologie, et surtout de regarder est-ce que c'est techniquement faisable d'améliorer la morphologie des cours d'eau, et surtout à quel coût. Voilà, donc en fait, l'ensemble de ces études prospectives qui sont en cours permettent de définir de manière globale, et permettront d'ici la fin de l'année de savoir quels sont les linéaires à restaurer, quels sont les ouvrages à créer, quelles sont les zones protégées et donc quelles sont les digues qui doivent être prises en gestion par la structure. Et donc, finalement, l'intérêt communautaire qui définit tout ce que peut faire la collectivité dans le domaine de la gestion des cours d'eau, eh bien, est régulièrement, on va dire, modifié et complété pour une fois que les programmes sont validés, au fur et à mesure de la programmation qui était établie. Alors, pour conclure, bon, je tiens à revenir sur deux points quand même qui sont importants concernant l'intégration de la compétence de la GEMAPI au sein de la communauté de communes. D'abord, la possibilité offerte par la collectivité de procéder à une mise à jour régulière des statuts. Ça, c'est important. Ainsi, il est possible de procéder à une redéfinition régulière de l'intérêt communautaire. Concrètement, il revient à la collectivité de s'engager sur les programmes en définissant les linéaires de cours d'eau, les digues à traiter, les ouvrages à vocation hydraulique et hydromorphologique à créer. Une question se pose actuellement avec l'amont du bassin versant bien sûr de la Maule, qu'on a regardé tout à l'heure, sur le périmètre et d'autres intercos. Nous étudions actuellement aussi la possibilité d'utiliser le schéma de mutualisation de services pour répondre à cette demande. Alors, de mon point de vue, juste pour conclure d'élu, c'est vrai que c'est une avancée majeure en termes de cohérence et de prise en compte globale des problématiques hydrauliques. Tous les bassins versants d'un territoire seront étudiés selon les mêmes approches et les schémas d'aménagement seront coordonnés à la bonne échelle. Et ça, c'est très important. La gestion par les intercos a l'avantage de permettre un consensus global et partagé entre tous les élus du territoire. Et la création de cette compétence à l'échelle du bloc communal renforce la responsabilité des élus, quand même si le propriétaire reste responsable de sa berge et de son bon entretien pour les cours d'eau non domaniaux. Un bémol quand même, c'est peut-être que le législateur n'a pas prévu de nouveaux outils. Il existe toujours la mise en demeure et l'exécution d'office des travaux. Mais c'est une procédure qui est complexe à mettre en œuvre. Une simplification administrative de la procédure en cas de refus d'obtempérer d'un propriétaire riverain devrait être envisagée. Voilà. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci.